Le fil de fer s'était enfoncé profondément dans le museau de Rex. Son pelage, autrefois digne et lustré comme un blason, était maintenant collé par le sang séché, emmêlé et terne. Ses yeux, ces mêmes yeux qui avaient un jour défié les trafiquants de drogue et retrouvé des enfants disparus, étaient aujourd'hui noyés dans une brume d'incompréhension et de trahison. Dans une ruelle détrempée par la pluie, le commandant Jonas Morel s'effondra à genoux, ses mains rugueuses tremblant alors qu'il tendait les bras vers l'animal qui avait été bien plus qu'un partenaire, son protecteur, son compagnon, son ami. « Doucement, mon grand !» murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. « C'est moi !» Rex recula d'un pas, un grondement sourd vibrant dans sa gorge, méfiant, presque sauvage. 7 années de confiance réduites à néant par 2 mois de cauchemar, pensa Morel. Le chien, autrefois fierté décorée de la brigade cynophile de Valmont, semblait désormais l'ombre famélique de lui-même, recroquevillé contre un mur de briques, les côtes saillantes, le regard hanté. « Bon sang !» souffla Jonas, incapable de retenir les larmes que la pluie semblait vouloir masquer. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Derrière lui, debout dans l'ombre, se tenait Marc Lemoine, l'homme que Rex avait contribué à faire incarcérer 3 ans auparavant. Les mains couvertes de terre, il resta silencieux sous l'averse battante. C'était lui qui avait trouvé le chien, abandonné comme un vulgaire déchet derrière un entrepôt désert en périphérie de Valmont. « Je ne savais pas qui d'autre appeler, dit-il simplement. Rex bondit soudain dans un ultime sursaut de panique, son corps meurtri réclamant l'évasion, même au prix de la douleur. Mais il s'effondra aussitôt sur le bitume, trop faible pour fuir, et Jonas aperçut alors ce que la pénombre avait dissimulé. Une plaie béante, infectée, là où le fil de fer avait entaillé jusqu'à l'os. Laissez un like et partagez vos impressions dans les commentaires en précisant la ville depuis laquelle vous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. Valmont, une petite ville nichée entre collines et sapins du nord-est, avait ce parfum d'antan où les gens se saluaient encore depuis leur véranda et connaissaient les prénoms de tous les agents municipaux. Un endroit où le mot « communauté » avait encore un sens, où l'on respectait ceux qui servaient. Pendant 23 ans, c'était là que Jonas Morel avait trouvé sa vocation. On l'appelait « le roc » parmi les anciens. Un homme de principe, discret, impassible, le visage buriné, les mains marquées par le travail, et pourtant, dans ses yeux d'un gris d'acier, une compassion que seuls les plus proches savaient discerner. À 54 ans, ses cheveux avaient abandonné tout soupçon de noirceur, et les rides au coin de ses yeux en disaient long sur les années de confrontation avec le pire de l'humanité. Rex était arrivé dans sa vie comme un tourbillon de jeunesse. Un berger allemand, d'1 an à peine, les oreilles trop grandes, débordant d'énergie. Morel s'était d'abord opposé au programme cynophile, arguant qu'un bon enquêteur n'avait pas besoin de gadgets ni d'animaux. Mais le commissaire Lambert avait insisté, et quelques mois plus tard, Jonas ne pouvait plus imaginer patrouiller sans la présence silencieuse mais acérée de Rex à ses côtés. Ils formaient le duo le plus redoutable de tout le département. 17 personnes disparues, retrouvées, des saisies de drogue colossales et un moment que Jonas n'évoquait jamais sans la voix qui tremble, où Rex avait neutralisé un tireur qui s'apprêtait à l'abattre. Une cicatrice le long du flanc de Rex racontait mieux que quiconque cette nuit-là. La vétérinaire municipale, Dr Émilie Garnier, avait été une figure constante tout au long de leur mission. Femme directe et sans fioriture, elle répétait souvent « Les bêtes n'ont pas besoin de pitié, elles ont besoin de soins ». Mais Jonas l'avait vu chuchoter à l'oreille de Rex durant les soins, adoucir sa posture sans jamais l'admettre. Quand Rex avait atteint l'âge de la retraite, une cérémonie avait été organisée dans le centre communautaire de Valmont. Les murs ornés de banderoles dorées, le sol couvert de ballons bleus. On lui avait remis une médaille, des photos avaient été prises pour le journal local, et Jonas s'était tenu droit comme un piquet, la gorge nouée, sachant que sa fille, Amélie, souffrait d'allergies sévères et que, malgré tout son amour, il ne pourrait pas ramener Rex chez lui. C'est la famille Renard, Louis, son épouse Camille, et leur fils adolescent Victor, qui s'étaient portés volontaires pour accueillir le chien. Sur le papier, ils étaient parfaits. Donateur régulier à la Fondation Cynophile, soutien indéfectible à la police, Victor avait même écrit un article élogieux sur les chiens policiers pour un concours scolaire. Mais lorsqu'il avait remis la laisse à Camille, un nœud s'était formé dans l'estomac de Jonas. Une intuition, un malaise diffus. Il a besoin de sortir tous les jours, avait-il précisé d'une voix autoritaire.
Il a été dressé pour travailler, s'il s'ennuie, il trouvera de quoi s'occuper, et ce ne sera pas joli à voir. Louis avait ri d'un bon cœur. Ne vous inquiétez pas, commandant, il aura 5 hectares à explorer. Il sera au paradis. Jonas s'était accroupi une dernière fois devant son chien, prenant son visage entre ses paumes. « Sois sage, mon vieux, je viendrai te voir. » Rex avait planté son regard dans le sien, interrogatif. Et alors qu'il s'éloignait, la main d'Amélie s'était glissée dans la sienne. Elle avait 12 ans, mais comprenait déjà l'essentiel. « Je suis désolé, papa. Si seulement mes allergies... » Il avait serré sa main. « Ce n'est pas ta faute, ma chérie. Certaines choses ne dépendent pas de nous. » Les premières semaines, tout avait semblé normal. Jonas était même allé observer Rex de loin, 2 fois, près de la propriété des renards. Le chien semblait curieux, prudent, mais pas malheureux. Il suivait Victor, acceptait les friandises de Camille. Pourtant, lors de sa 3e visite, Rex avait couru vers lui avec une joie inhabituelle. Jonas avait tout de suite remarqué une cicatrice fraîche au-dessus de son œil. Il s'est cogné contre une clôture, avait expliqué Louis, l'air détendu. On l'a fait examiner par Dr Garnier, elle a dit que ce n'était rien. Mais plus tard ce jour-là, Jonas était passé à la clinique vétérinaire. « Est-ce que les renards vous ont amené Rex récemment ?» avait-il demandé. Émilie avait levé les yeux de ses papiers, les sourcils froncés. « Non. Pourquoi il y avait un problème ?» Cette nuit-là, Jonas avait tourné dans son lit sans trouver le sommeil. Quelque chose clochait. 3 jours plus tard, Rex avait disparu. Louis Renard avait appelé la brigade au petit matin, sa voix tendue, prétendant que le portail du jardin était resté ouvert par accident et que Rex s'était échappé pendant la nuit. L'alerte avait été lancée immédiatement. Policiers et bénévoles s'étaient déployés dans tout le secteur boisé entourant la propriété des renards. Jonas n'avait pas attendu d'y être convié. Il avait enfilé son vieux blouson et s'était joint aux recherches, le cœur serré, l'estomac en vrac, rongé par un sentiment de culpabilité insupportable. Il avait laissé partir son partenaire, abandonné à des inconnus sous prétexte de retraite. Il le savait. Les premières 48 heures étaient cruciales. Après ce délai, les chances de retrouver une piste s'effondraient. Pendant 3 jours, Valmont avait montré le meilleur de lui-même. Les habitants avaient arpenté les sentiers, distribué des tracts, relayé des appels à l'aide sur les ondes locales. Le visage de Rex en uniforme s'était affiché partout, des vitrines de la boulangerie aux abribus. Jonas n'avait quasiment pas dormi. Il tenait à peine debout, carburant au café et à l'adrénaline. Chaque fois que son téléphone vibrait, son cœur faisait un bond, puis retombait aussitôt. Aucune nouvelle, rien. Plus les heures passaient, plus l'attitude des renards devenait étrange. Leurs récits contenaient des décalages, des imprécisions. « Vous avez dit que le portail était ouvert en rentrant du travail ?» avait insisté Jonas en face de Louis, le 3e jour, dans leur salon cossu. Mais votre fils a dit à l'agent Martin qu'il l'avait trouvé ouvert dès son retour du lycée, soit 3 heures plus tôt. Louis avait échangé un regard rapide avec sa femme. C'est elle qui avait répondu, d'un ton posé mais préparé. Victor est bouleversé. Tout cela le trouble, les horaires se mélangent, c'est compréhensible. Jonas avait hoché la tête, mais en lui, le détective ne dormait jamais. Il avait vu trop d'interrogatoires pour se contenter de cette explication. Cette nuit-là, il avait garé son véhicule banalisé à 500 mètres de chez les renards et attendu, surveillant silencieusement les allées et venues. Rien pendant des heures, jusqu'à ce qu'un pick-up sombre se gare dans l'allée peu après minuit. Un homme qu'il ne reconnut pas immédiatement en descendit et entra sans frapper. 40 minutes plus tard, il ressortit avec un sac de sport volumineux sur l'épaule. Jonas avait dégainé discrètement son téléphone pour prendre des photos. Il hésita à le suivre. Mais quelque chose lui disait que Rex n'était pas dans ce sac. Il devait d'abord comprendre ce qui se tramait et protéger les preuves. Le lendemain matin, en examinant les clichés, un détail glaça son sang. La plaque d'immatriculation appartenait à un véhicule associé à Thierry Renard, le frère de Louis. Jonas le connaissait. 3 ans plus tôt, Rex avait découvert 50 kilos d'héroïne dissimulée dans un chargement de bois livré sur un chantier appartenant à Thierry. L'affaire avait mené à une condamnation à 15 ans de prison. Pourtant, selon les fichiers officiels, Thierry devait toujours être derrière les barreaux. Comment se faisait-il qu'il circulait librement dans la nuit à Valmont? Jonas s'apprêtait à porter ces éléments à la connaissance du commissaire Lambert quand son téléphone sonna. Numéro inconnu, il décrocha méfiant. « Commandant Morel ». Une voix masculine répondit « Vous ne me connaissez pas, mais je crois que j'ai retrouvé votre chien ». C'était bien la dernière personne à laquelle Jonas aurait pensé.
Marc le moine. 5 ans plus tôt, Rex avait pisté le moine à travers des kilomètres de forêt après une transaction qui avait viré au drame. Le fuyard avait tiré sur un agent, puis disparu dans les bois. Rex l'avait trouvé. Le moine avait été écopé de 10 ans, libéré récemment apparemment pour bonne conduite. Et maintenant, il se tenait là, derrière le bar abandonné de la vieille route, les mains dans les poches, regardant Jonas approcher avec précaution. « J'ai reconnu le chien sur les affiches », expliqua-t-il. « J'ai coupé par cette ruelle en rentrant chez moi. J'ai entendu des gémissements. » Jonas vit Rex recroquevillé contre le mur, le museau entravé, le pelage maculé de saleté et de sang séché. L'animal avait maigri de façon alarmante. Ses yeux étaient vitreux, presque vides. Jonas s'agenouilla, parlant doucement, mais Rex grogna faiblement, méfiant. « Il ne me reconnaît même plus » souffla-t-il. « Ils lui ont fait trop de mal ?» Marc observe la scène, les bras croisés. « Les gens capables de faire ça à un chien ?» Il ne termina pas sa phrase. Jonas ôta son blouson et tenta d'envelopper Rex, qui se débattit un instant avant de s'effondrer, épuisé. Il le souleva avec précaution. L'animal était aussi léger qu'un chiot. « Pourquoi m'avoir appelé ?» demanda-t-il à Marc, en chemin vers sa voiture. « Vous auriez pu contacter n'importe qui. » Le ton de Marc était calme. « Je sais ce qu'il représentait pour vous. J'étais là ce jour-là quand il m'a trouvé. Ce n'était pas pour m'arrêter, c'était pour vous protéger. Je l'ai vu dans vos yeux. » Jonas installa Rex sur la banquette arrière. Le chien haletait faiblement, les yeux mi-clos. « Je vais appeler docteur Garnier. Elle nous attendra à la clinique. Et... merci. » Marc hocha la tête avant de disparaître dans l'ombre. Le trajet jusqu'à la clinique vétérinaire fut un supplice. Chaque gémissement dans le silence du véhicule transperçait Jonas comme une lame. Dès qu'il poussa la porte, Émilie Garnier surgit. Elle jeta un regard au chien et chassa une assistante d'un geste. « Installez-le ici. » Elle ne laissa transparaître aucune panique, mais Jonas vit le choc dans ses yeux. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle. Il secoua la tête. « Je ne sais pas encore, mais je vais le découvrir. » Pendant qu'Émilie s'activait, administrant des sédatifs et examinant les plaies, Jonas sortit dans le couloir pour appeler le commissaire Lambert. « Ce n'est pas juste de la maltraitance, lança-t-il, la voix tendue, c'est une tentative de meurtre sur un officier de police. » Quand il revint dans la salle d'examen, Émilie était en train de découper le fil de fer qui avait creusé des sillons profonds dans la chair. Ses mains étaient stables, mais sa mâchoire crispée. « Je n'ai jamais vu ça. Il est gravement déshydraté, a perdu presque la moitié de son poids, côte fracturée, patte arrière mal ressoudée. Ce n'est pas un accident. Il a été torturé, méthodiquement, sur plusieurs semaines. » Jonas sentit un vertige le prendre. « Est-ce qu'il va s'en sortir ?» Elle leva les yeux vers lui. « Je ne peux pas dire. Il pourrait survivre, mais ce ne sera plus le même chien. Ce genre de traumatisme, ça laisse des séquelles. Ça nous change tous, » répondit Jonas, les yeux fixés sur la respiration fragile de Rex. « Mais on survit. » À l'aube, la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre dans toute la ville de Valmont. Le chien du commandant Morel, ce brave Rex, héros à 4 pattes, venait d'être retrouvé dans un état que personne n'aurait pu imaginer. Dès les premières heures, une douzaine de personnes s'étaient rassemblées spontanément devant la clinique vétérinaire. Des voisins, des anciens collègues, des commerçants, tous venus avec des thermos de café, des croissants, des mots d'encouragement. Jonas, qui avait passé la nuit sur le banc de la salle d'attente, les traits tirés et la barbe de 2 jours, fut tiré de son sommeil par la voix calme d'une jeune agente. « Le commissaire veut vous parler, Jonas. Il dit que c'est urgent. » Elle lui tendit une tasse fumante. Il la remercia d'un signe de tête. « Comment tout le monde est au courant ?» demanda-t-il, encore un peu sonné. Elle haussa les épaules. « Petite ville. Et ce chien, il comptait pour beaucoup. » Elle hésita, puis ajouta plus bas. « Il y a autre chose ? Louis Renard était au commissariat ce matin. Il accuse de harcèlement. Il prétend que vous avez une dent contre sa famille depuis la disparition de Rex. » Jonas serra la mâchoire. « Il a mentionné son frère Thierry ? Celui qui est censé être en prison ?» L'agente ouvrit de grands yeux. « Non, il n'a pas dit un mot à ce sujet. À l'intérieur, docteur Garnier s'affairait auprès de Rex. Il était toujours sous sédation, perfusé, relié à des machines. » Elle s'interrompit brièvement quand Jonas entra. « Il est stable pour l'instant. Les analyses montrent des signes de stress rénal dus à la déshydratation et la fracture de sa patte a mal cicatrisé. J'ai contacté une clinique spécialisée à Levigne. Ils ont un orthopédiste vétérinaire. Mais Jack, » elle s'interrompit, le regard grave. « Les blessures physiques, je peux les soigner. Mais le traumatisme, il est profond. » Jonas s'approcha du lit,
sa main caressant délicatement le cou du chien, évitant les zones bandées. Il est solide, il a affronté pire. Même les plus forts ont des points de rupture, répondit Émilie, sa voix adoucie. Et puis, vous devriez rentrer dormir un peu. Il secoua la tête. Je l'ai laissé une fois, ça ne se reproduira pas. Dehors, les curieux s'étaient transformés en foule. Des journalistes locaux avaient installé leurs caméras. La colère montait dans la ville. L'image du chien mutilé, héros décoré, trahi par le système, avait réveillé quelque chose de viscéral chez les habitants. Jonas sortit brièvement pour appeler le commissaire Lambert depuis sa voiture. La voix au bout du fil était tendue. « Comment va-t-il » ? « Mal, mais il est en vie. » Il inspira profondément. « Louis Renard veut porter plainte contre moi pour harcèlement. Il prétend que je mène une vendetta personnelle. Il nie toute implication. Il prétend que quelqu'un aurait pu enlever le chien pour nuire à la police. » Jonas éclata d'un rire sans joie. « Quelle coïncidence. Thierry Renard a été vu chez lui il y a 3 jours. Il est censé purger encore 12 ans. » Un silence, puis il a été libéré sur parole pour bonne conduite. Il n'était pas classé comme dangereux. Jonas serra son téléphone. « Et le frère de Caroline, la femme de Louis ? J'ai vérifié. Arrêté 2 fois pour trafic. Jamais inculpé. Des erreurs de procédure, paraît-il. » « Tu as obtenu ces infos comment ?» demanda Lambert, la voix soudain plus froide. « Tu n'es pas officiellement chargé de l'enquête. » Jonas l'ignora. « Je veux les interroger tous. Louis, Caroline, Thierry. Rex n'a pas pu se ligoter lui-même avec du fil de fer et se jeter dans une ruelle. Quelqu'un l'a fait et leur famille est le point de départ logique. Ce n'est pas si simple, Jonas. Louis est bien vu en ville. Il a des appuis. Alors, on enterre l'affaire parce qu'il a donné quelques billets pour acheter des colliers et des niches ? Fais attention, Jonas. Si tu poursuis ça seul, je serai obligé de te suspendre. » Il raccrocha sans répondre. À ce moment-là, quelqu'un frappa à la vitre de sa voiture. Marc Lemoine, les épaules voûtées, semblait gêné. Jonas baissa la vitre. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Je voulais voir comment allait le chien. » Jonas l'observa attentivement. Lemoine évitait son regard, fuyait du regard les caméras, comme s'il craignait d'être vu. « Pourquoi tu t'en préoccupes ? Toi et lui, vous n'étiez pas exactement amis. »« J'ai réfléchi toute la nuit, » répondit Marc en se grattant la nuque. « Ce chien faisait son boulot. Il méritait pas ça. » Il hésita puis ajouta « J'ai entendu des trucs. Des conversations. Les renards, ils sont pas nets. Thierry refait circuler de la drogue depuis qu'il est sorti. Il se sert du chantier de son frère pour blanchir. Et il y a quelqu'un dans la brigade qui ferme les yeux. » Jonas sentit son cœur s'accélérer. Tout s'éclairait. Les non-lieux, les libérations anticipées, les dossiers classés. « Pourquoi tu me dis ça ?» Marc haussa les épaules. « Parce que j'essaie de changer. Et parce que ce chien, il m'a retrouvé alors que personne d'autre ne l'aurait fait. Je lui dois bien ça. » Soudain, à l'intérieur de la clinique, un cri retentit. Jonas bondit hors de la voiture. Émilie appelait à l'aide, sa blouse éclaboussée. Rex convulsait violemment sur la table. « Crise !» hurla-t-elle. « Ça peut venir du traumatisme crânien ou des antibiotiques. Laissez-moi de la place. Vite !» Jonas recula impuissant alors qu'elle s'activait. Chaque spasme du chien déchirait son cœur. Il serrait les poings, incapable de faire quoi que ce soit. 1 heure plus tard, Émilie sortit, épuisée. Il est stabilisé, mais la crise l'a affaibli encore plus. Ses chances étaient déjà faibles. Maintenant, Jonas s'assit, la tête dans les mains. « J'aurais dû suivre mon instinct. J'aurais dû aller le chercher plus tôt. » Elle posa une main sur son épaule. « Ce n'est pas ta faute, Jonas. C'est mon boulot de sentir quand ça ne va pas. Mon rôle, c'était de le protéger. » À cet instant, son téléphone vibra. Numéro inconnu. Un simple texto, box 14, entrepôt sud. Clé sous la brique bleue. Les preuves que tu cherches sont dedans. Supprime ce message. Jonas fixa l'écran un moment, puis il le supprima. Il se leva. Quelque chose venait de changer. Je dois aller vérifier un truc. S'il y a du nouveau, appelle-moi. Émilie le suivit du regard. Ne fais rien de stupide. Il a besoin de toi. En un seul morceau. Le complexe de stockage de l'entrepôt sud se dressait à la sortie de Valmont, un alignement monotone de portes oranges rouillées derrière une clôture en mailles métalliques. Jonas s'y rendit seul, les mains dans les poches, l'esprit en ébullition. Il trouva facilement la fameuse brique bleue, à moitié enterrée dans un carré d'herbe brûlée. Sous elle, une clé rouillée avec une étiquette effacée, 14. Il l'enfonça dans le cadenas, la gorge sèche. Le cliquetis métallique du verrou brisé résonna étrangement dans le silence. La porte s'ouvrit lentement, grinçante, révélant l'intérieur sombre du box. Pas de piège, pas d'odeur suspecte.
Juste une vieille armoire métallique et un petit boîtier relié à un ordinateur portable posé sur une table pliante. Jonas enfilait déjà une paire de gants en latex, une habitude qu'il n'avait jamais vraiment perdue, et commença à fouiller. Dans les tiroirs de l'armoire, il découvrit des liasses de factures, des devis, des fiches de livraison au nom de l'entreprise Renard Bâtiment. Mais les chiffres ne collaient pas. Les montants étaient gonflés, les fournisseurs douteux, certaines signatures même falsifiées. Tout au fond du dernier tiroir, un carnet à spirale. Des noms, des dates, des sommes, des versements, des initiales, des paiements en liquide. Jonas prit des photos de chaque page, son cœur battant plus vite. Il se retourna vers le boîtier, relié au portable. Une caméra, et sur l'écran, des dossiers vidéo, classés par date. Il cliqua sur celui du jour de la disparition de Rex. 15h17. Dans le salon des Renards, Louis et Thierry semblaient en pleine dispute. Le premier désignait la porte-fenêtre donnant sur le jardin, l'air accablé. Thierry, lui, gesticulait avec rage. Puis, sans prévenir, il frappa son frère à la nuque. Louis s'effondra sur la table basse. Jonas sentit son estomac se nouer. La suite était encore pire. Thierry réapparut à l'écran, traînant Rex par un collier étrangleur. Le chien résistait faiblement, mais Thierry sortit un objet, une sorte de taser, et l'utilisa sur lui. Rex tomba, secoué de spasmes. Thierry ligota son museau avec le même fil de fer qu'Émilie avait dû découper. Jonas se força à regarder jusqu'au bout. Dans la dernière vidéo, Thierry chargeait un corps mou dans son coffre, puis quittait la propriété. Il allait fermer le dossier quand il aperçut un dossier intitulé « Versement PR ». En l'ouvrant, il découvrit des copies de chèques adressés à divers noms. Un en particulier le fit blêmir. Un virement de 5 000 € pour prestation de conseil à un certain monsieur Lambert. La date correspondait exactement à la période où Thierry Renard avait été libéré sur parole. Jonas s'assit sur une chaise, son souffle court. Le commissaire? Était-ce possible? Le choc laissa place à une colère froide. Si ce document était authentique, cela signifiait que la corruption s'étendait bien au-delà de la famille Renard. Un bruit de pas dans le gravier le tira de ses pensées. Il referma précipitamment l'armoire, glissa les éléments les plus incriminants dans sa veste et baissa la porte métallique à moitié. Par une fente, il vit une voiture de police se garer. L'agent Hugo Delmas en descendit, la main posée sur son arme. « Commandant Morel !» appela-t-il. « Le commissaire vous cherche. Il faut que vous rentriez immédiatement au poste. Il dit que vous interférez avec une enquête en cours. » Jonas sortit prudemment du box, son visage fermé. « Je suivais une piste. Et toi ? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Delmas haussa les épaules, l'air gêné. « Il m'a dit de vous trouver et de vous ramener au poste. C'est urgent. » Jonas observa le jeune agent. Était-il complice ou juste un pion? Je vais d'abord repasser voir Rex. Delmas secoua la tête. Ordre du commissaire. Vous devez venir immédiatement. Jonas comprit qu'il n'avait pas le choix. Il ferma soigneusement le cadenas et glissa la clé dans une touffe d'herbe à l'abri des regards. Il garda les fichiers numériques et le carnet dans sa veste. Le trajet jusqu'au commissariat fut silencieux. Jonas observait chaque détail, chaque intersection, chaque véhicule croisé. Le doute s'immisçait partout. S'il avait raison, il était peut-être en train de rentrer droit dans un piège. Devant le commissariat, des véhicules banalisés étaient garés, dont un SUV noir aux plaques administratives. À l'intérieur, l'ambiance était lourde. Des agents allaient et venaient tendus. Dans le bureau du commissaire, Jonas fut conduit jusqu'à une femme en tailleur sombre. Elle se leva à son entrée. « Commandant Morel, je suis l'agent spécial Maude Leclerc. Je travaille pour le bureau central d'investigation. » Elle serra sa main avec fermeté. « Cela fait 18 mois que nous enquêtons discrètement sur les activités de la famille Renard. Et d'après ce que j'ai compris, vous êtes tombé pile au centre du réseau. » Jonas regarda autour de lui. Le commissaire Lambert affichait une expression impénétrable. « Mon ancien partenaire a été torturé, dit-il simplement. Et tout me ramène à cette famille. Nous savons pour Rex, répondit l'agent Leclerc. Et ce qu'ils lui ont fait a sans doute accéléré l'enquête. » Elle l'invita à s'asseoir autour d'une grande table de réunion recouverte de photos, de schémas, de flèches, reliant des noms, des dates, des transactions. Au centre de tout, le nom de Victor Castillo, un trafiquant international dont les ramifications allaient du sud de l'Espagne jusqu'à la frontière belge. Louis et Thierry Renard blanchissent de l'argent pour lui depuis 5 ans, expliqua Leclerc. Leur entreprise de construction servait de couverture parfaite. Achat de matériaux fictifs, ouvriers fantômes, surfacturation. Jonas feuilletait les documents, les visages lui devenaient familiers.
Il s'arrêta sur une signature. Thierry a été condamné. Il ne devait pas sortir. Nous pensons que sa libération a été achetée, répondit-elle. Et nous avons des raisons de croire que certaines personnes en haut lieu ont été achetées aussi. À ce moment-là, Jonas sortit calmement le carnet, les copies de chèques, les extraits de vidéos. Il les posa sur la table. J'ai trouvé ça dans un box. Une source anonyme m'a envoyé un message. L'atmosphère se figea. Lambert pâlit en voyant les chèques. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il, la voix rauque. « Paiement de conseil pour un certain monsieur Lambert, dit Jonas, le ton plat. J'espère que ce n'est pas toi. » Leclerc examina les documents. « Martin Lambert, votre frère, dit-elle après un instant. Il travaille dans le bâtiment. » Le commissaire recula comme frappé. « Je ne savais pas, je vous le jure. » Leclerc rangea les documents dans une pochette scellée. « Nous allons vérifier chaque élément. Si vous êtes innocent, nous le prouverons. Mais ce qui est certain, c'est que la situation vient de changer et que vos ennemis ne vont pas rester les bras croisés. » Jonas resta debout, figé devant le tableau d'enquête installé au cœur de la salle de réunion. Les connexions exposées devant lui étaient vertigineuses. Chaque flèche, chaque nom, chaque chiffre pointait vers une vérité encore plus vaste. Valmont n'était pas juste une ville paisible. Elle était le nœud d'un trafic organisé bien plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé. L'agent spécial Leclerc faisait défiler les preuves avec méthode, ses doigts glissant sur les photos, les relevés bancaires, les factures douteuses. « Ce que vous avez trouvé dans ce box est un coup de tonnerre, Jonas, et ça confirme ce que nous soupçonnions depuis des mois. Mais cela signifie aussi que vous êtes maintenant dans leur viseur. » Le commissaire Lambert, blême, tentait de reprendre contenance. « Vous insinuez que j'ai sciemment protégé mon frère ? Je ne savais rien de tout ça. »« Peut-être pas, » répondit Leclerc. « Mais quelqu'un l'a su, et quelqu'un dans la brigade a forcément fait le lien entre la remise en liberté de Thierry Renard, les mouvements d'argent et les décisions prises ici. » Elle tapota un dossier. « Nous avons aussi retrouvé des paiements vers un certain juge Perrault, celui qui a signé l'allègement de peine. » Jonas croisa les bras. « Et maintenant ? Vous voulez que je reste tranquillement assis pendant que vous continuez à creuser ? Non, au contraire. » répondit Leclerc, le regard intense. « Vous allez nous aider. » Elle exposa alors un plan aussi audacieux que risqué. La ville était en ébullition après la découverte de Rex. Le public voulait des réponses. La colère grondait. Les médias étaient sur le point de s'en emparer à l'échelle nationale. « Nous allons organiser une audience publique, » expliqua Leclerc. « Officiellement, elle visera à examiner les failles du protocole de retraite des chiens de service. Mais en réalité, ce sera un écran de fumée. Pendant que l'attention sera braquée sur vous et sur Rex, nous poursuivrons l'enquête sur les renards, Castillo et les autres, sans les alerter. » Jonas se leva brusquement, choqué. « Vous voulez utiliser Rex comme diversion, après tout ce qu'il a enduré ? » « Pas comme un pion, » répondit-elle immédiatement. « Comme un symbole, une cause qui capte l'attention pendant que nous démantelons leur réseau en silence. » Le commissaire Lambert, les traits tirés, ajouta d'une voix rauque. « Ce que vous dites a du sens. Le monde entier regardera Rex, pas ce que fait l'agence fédérale. » Jonas passa une main sur son visage usé, partagé entre instinct et devoir. « Et ceux qui ont fait ça ? Thierry Renard ? Vous ne l'arrêtez pas ? Pas encore. » Leclerc pencha la tête. « Si on le fait maintenant, on les prévient tous. On perd l'effet de surprise et la possibilité de faire tomber Castillo. Mais dès qu'il bougera, nous serons là. » Une rage froide s'empara de Jonas. Il se sentait pris au piège entre stratégie et émotion brute. Il voulait agir, mais savait que la précipitation pouvait tout faire capoter. Il soupira. « Très bien, mais je veux une chose claire, Rex ne sera pas exposé. Il reste en sécurité avec un agent devant sa porte 24 heures sur 24. » Leclerc acquiesça. « C'est déjà en place. Et croyez-moi, Jonas, nous faisons tout ça aussi pour lui. » Jonas retourna à la clinique vétérinaire en fin d'après-midi, le cœur alourdi par tout ce qu'il venait d'apprendre. À son arrivée, il trouva Émilie dans son bureau penchée sur des résultats d'analyse. Elle leva les yeux à sa vue et une lueur soulagée traversa son regard. « Il est réveillé, dit-elle simplement. Plus de convulsions. Il est encore très faible, mais il se bat. » Sans attendre, Jonas se dirigea vers la salle de soins. Rex était allongé sur un matelas orthopédique, son museau encore bandé, les pattes entravées par des perfusions, mais ses yeux étaient ouverts. Et quand Jonas entra dans la pièce, le chien leva lentement la tête. Un frémissement imperceptible fit tressauter sa queue. « Salut mon vieux » murmura Jonas en s'agenouillant. « T'as l'air un peu mieux. »
Il tendit une main, lente, prudente, et la posa doucement sur le front du chien, évitant les plaies. Rex ferma les yeux une seconde, puis les rouvrit sans crainte. Ce contact, fragile mais réel, dissipa la tension qui pesait sur les épaules de Jonas depuis des jours. Il se tourna vers Émilie. « L'audience a lieu demain. Ils vont utiliser ce qui lui est arrivé comme levier, pour détourner l'attention du reste. » Elle fronça les sourcils. « Et toi, tu dois faire quoi? Jouer la comédie de l'indignation? » « Pas exactement, répondit-il, mais je dois canaliser la colère de la ville, offrir un point d'accroche émotionnel, pour les journalistes, pour les habitants, pendant que Leclerc et son équipe poursuivent leur travail. » Émilie secoua la tête dégoûtée. « Tout ça est tordu. Ils ont déjà assez fait de mal à ce chien. » Jonas la regarda fixement. « C'est pour le faire payer à eux tous. » Il se leva. « Il restera ici, pas vrai? Hors de question qu'il soit exposé pendant l'audience. » « Bien sûr, répondit-elle. Je le garde sous surveillance constante. Il est en sécurité ici. » Mais Jack, elle hésita. Quand il est arrivé, il ne supportait pas qu'on le touche. Chaque main, chaque geste le faisait reculer. Ce chien, qui a travaillé toute sa vie avec des humains, ne savait plus ce que c'était que la douceur. Ça ne s'efface pas d'un coup. Jonas baissa les yeux vers Rex. Il va guérir, peut-être lentement, mais il va s'en sortir. Une silhouette apparut à la porte, Marc Lemoine. Mal à l'aise, les mains dans les poches, un petit sac en papier à la main. Je ne voulais pas déranger. J'ai apporté ça. Des friandises spéciales. Ma sœur travaille comme assistante vétérinaire à Montfranc. Elle dit que ça aide pour la récupération. Jonas le remercia d'un signe de tête, toujours méfiant, mais reconnaissant. Il va mieux, grâce à toi. Marc regarda Rex longuement. Tant mieux. Il mérite qu'on se batte pour lui. Puis, après une seconde d'hésitation, il ajouta « J'ai entendu parler de cette audience. La ville entière en parle. Les gens sont furieux. Ils veulent des réponses. » Jonas hocha lentement la tête. « Ils vont en avoir. » Marc jeta un dernier regard à Rex, puis s'éclipsa. Émilie fixa Jonas inquiète. « Tu penses qu'ils viendront, demain, les renards ?»« Oh oui, répondit-il. Et s'ils pensent qu'ils peuvent encore manipuler l'opinion publique, alors ils vont se montrer. » Le lendemain matin, le centre communautaire de Valmont ressemblait à une ruche en ébullition. Bien avant l'ouverture officielle de l'audience, une file s'était formée devant les portes vitrées. Des journalistes de tout le département s'étaient déplacés, certains venus même de la capitale régionale. Les rues voisines étaient barrées, des agents de sécurité installaient des barrières métalliques. Sur les bancs du petit parc adjacent, des citoyens en colère discutaient à voix basse, des pancartes à la main, des photos de Rex imprimées sur des feuilles cartonnées. Dans la salle, chaque siège avait été occupé. Les allées étaient de plaine, les murs appuyés par des dizaines de spectateurs silencieux. À l'extérieur, des haut-parleurs avaient été installés pour ceux qui n'avaient pas pu entrer. C'était devenu bien plus qu'un simple conseil administratif. C'était devenu un cri de ralliement. Jonas s'installa à la table des intervenants en uniforme, aux côtés de la procureure Mireille Dumas, du commissaire Lambert et de 2 élus municipaux. Il avait passé les premières heures du jour avec Rex, qui, pour la première fois depuis sa réanimation, avait levé la tête et bu sans aide. Il avait même émis un gémissement bref en sentant la main de Jonas contre son flanc. Cela avait suffi à lui redonner la force nécessaire pour affronter cette journée. Quand la procureure Dumas prit le micro, le silence tomba immédiatement. Elle s'éclaircit la voix. « Mesdames et messieurs, merci à tous d'être venus. Nous sommes réunis aujourd'hui pour faire toute la lumière sur un drame qui nous a tous touchés. La maltraitance d'un ancien chien policier, Rex, torturé et abandonné après des années de service exemplaire. Cette audience vise à identifier les failles du protocole de retraite des chiens d'unité, à comprendre ce qui a échappé à notre vigilance et à proposer des mesures concrètes pour que jamais, au grand jamais, cela ne se reproduise. » Jonas balaya la salle du regard. Il reconnut plusieurs visages, des collègues, des amis, des anciens partenaires. Et dans la 3e rangée, il aperçut Louis Renard, assis droit, comme un piquet, le visage fermé. À côté de lui, Camille, la mine douloureusement préoccupée. Victor n'était pas là. Quant à Thierry, il était introuvable. Et ce seul détail faisait frémir Jonas. Il savait que s'il n'était pas ici, il préparait quelque chose. Lorsque ce fut son tour de parler, Jonas se leva lentement et s'approcha du pupitre. Des dizaines de caméras étaient pointées sur lui, mais il ne les regarda pas.
Il fixa les publics, les citoyens, ceux pour qui Rex avait risqué sa vie tant de fois. « J'ai travaillé 23 ans pour cette ville », commença-t-il, la voix posée. « Et pendant 7 de ces années, j'ai eu l'honneur de patrouiller avec un chien hors du commun. Rex a retrouvé des enfants perdus. Il a intercepté des trafiquants armés. Il m'a sauvé la vie. Ce n'était pas un outil, c'était un officier, mon partenaire et un ami. » Il marqua une pause, laissant le silence s'installer. Puis, d'un geste, il montra l'écran derrière lui. Des images y apparurent, celles prises par la clinique, le museau ensanglanté, les côtes saillantes, les blessures infectées. Un murmure horrifié parcourut la salle. Certains détournèrent les yeux, d'autres pleuraient. « Voilà ce que nous avons fait de lui », dit Jonas d'un ton grave. « Après avoir honoré sa retraite en grande pompe, nous l'avons confié à une famille. Sans enquête approfondie, sans suivi. Et quand j'ai exprimé mes doutes, on m'a demandé de faire confiance. Voilà où nous a mené cette confiance. » Le commissaire Lambert reprit la parole, jouant le rôle convenu. Il exprima des regrets publics, annonça une révision complète du programme de placement des chiens retraités. Des protocoles renforcés, des vérifications mensuelles, des clauses de suivi médical obligatoires. Puis ce fut au tour de la ville d'intervenir. Une enseignante lut une lettre écrite par ses élèves. Un ancien maître chien militaire témoigna de l'attachement indéfectible entre l'homme et l'animal. Une vétérinaire proposa la création d'un fonds de soutien pour les chiens retraités. Et puis, Louis Renard se leva. Sa voix tremblait légèrement, mais il jouait son rôle avec habileté. « Nous sommes profondément bouleversés par ce qu'il est arrivé à Rex. Quand il a disparu, nous avons fait tout notre possible pour le retrouver. Nous l'avons aimé comme un membre de notre famille. Ce qui lui a été fait est inqualifiable, et nous voulons que justice soit faite. » Jonas dut se retenir pour ne pas bondir de sa chaise. Le mensonge, dit avec tant d'aisance, le fit frémir. Il sentit la main de la procureure sur son bras, un avertissement muet. « Reste dans le cadre, pas encore. » Quand l'audience fut levée, Jonas quitta la salle discrètement par une sortie latérale. Son téléphone vibra, un message d'Émilie, « Urgence, viens vite, problème avec Rex. » Son cœur se serra, il fonça jusqu'à la clinique. Quand il arriva, Émilie l'attendait devant la porte. Son visage était blême. « C'est son cœur, dit-elle. L'effort, le stress, ça l'a affaibli plus qu'on ne pensait. Il a fait un malaise il y a 20 minutes. » Jonas entra précipitamment. Rex était allongé, un masque à oxygène sur le museau branché à de nouvelles machines. Ses paupières papillonnaient, son souffle était court, saccadé. « On ne peut pas le laisser ici, déclara Émilie. Il a besoin d'un cardiologue spécialisé. Il faut le transférer à la clinique de Levigne. C'est risqué, mais rester ici, il est encore plus. »« Alors on y va ?» répondit Jonas. « Maintenant. » Il sortit son téléphone, appela le commissariat, puis l'agent Leclerc. « On doit le déplacer. Il ne tiendra pas si on attend. » La réponse fut immédiate. « On vous envoie une escorte, mais sachez-le. Si les renards ou leurs associés sont au courant de ce transfert, ils peuvent tenter quelque chose. » Jonas raccrocha. Il retourna auprès de Rex, lui caressa doucement l'épaule. « Tiens bon, mon grand. » On n'a pas fini. L'ambulance vétérinaire filait sur la route départementale, entourée de 2 véhicules de police, gyrophares allumés, ouvrant le passage à travers le trafic. À l'intérieur, Jonas était assis à côté de Rex, sa main posée sur le flanc du chien, sentant chaque respiration comme une prière silencieuse. Docteur Garnier, concentré, ajustait les perfusions et surveillait les courbes sur le moniteur. « Son rythme cardiaque est instable », dit-elle après 30 minutes de trajet. Le traitement commence à agir, mais chaque secousse, chaque bosse sur la route peut être un risque. Jonas hocha la tête sans la quitter des yeux. Il ne s'autorisait pas à parler, pas encore. Il observait les champs défiler derrière la vitre, les visages curieux des automobilistes qui se rangeaient sur le bas-côté, surpris de cette étrange caravane. Il savait que des véhicules banalisés suivaient à distance. L'agent spécial Leclerc avait promis une protection renforcée. Il savait aussi que s'ils étaient surveillés, leurs ennemis voyaient en ce transport une opportunité, et ils n'hésiteraient pas à la saisir. Son téléphone vibra. C'était un message du commissaire Lambert. « Louis Renard a quitté l'audience juste après toi. Thierry est introuvable. On le cherche. » Il montra l'écran à Émilie. « Ils savent. » Elle blêmit mais continua à vérifier les tubes, imperturbables. « Il faut qu'on aille plus vite. » Soudain, le moniteur émit une alarme aiguë. Le cœur de Rex s'émoussait. Son corps, si frêle,
se tendit, les pattes raides. Émilie hurla au conducteur « Arrêtez-vous tout de suite, je dois stabiliser son rythme !» Le véhicule dévia rapidement sur une aire de repos isolée. Les véhicules d'escorte se placèrent instinctivement autour. En quelques secondes, Émilie injectait une nouvelle dose de sédatif, massant doucement le thorax du chien. Jonas tenait la tête de Rex entre ses mains. « Tiens bon, partenaire. On est presque arrivé. » Le calme revint peu à peu. Le bip du moniteur retrouva un rythme plus régulier. Jonas soupira de soulagement, mais son répit fut de courte durée. Le téléphone d'Émilie vibra à son tour. Elle regarda l'écran, puis leva les yeux vers lui, alarmée. « Leclerc, ils ont repéré le véhicule de Thierry Renard sur la nationale. Il ne se dirige pas vers Valmont. Il vient droit sur nous. » Jonas comprit immédiatement. « Il va tenter de nous intercepter. » Leclerc, informé par radio, prit la décision d'organiser un transfert d'urgence. Il y a un point de contrôle à 10 km. On y bascule Rex dans un autre véhicule médical sans marquage. L'ambulance actuelle continuera en tant que leur. Tout se fit en une quinzaine de minutes. Sur une portion étroite de route barrée par la gendarmerie, un van blanc attendait, sobre, impersonnel. 2 agents déguisés en vétérinaires portaient des brassards neutres. Émilie transféra Rex avec la précision d'une chirurgienne. Les perfusions, les électrodes, les sondes, tout fut déplacé sans interruption. Jonas insista pour monter avec eux, mais Leclerc l'en empêcha. « S'ils te voient dans le véhicule, ils sauront lequel est le bon. Tu veux que je serve d'appât. Je veux que tu restes en vie et que tu restes en contrôle. » Le van discret prit une route secondaire filant vers la clinique spécialisée de Levigne. Jonas grimpa dans une voiture du BCI avec Leclerc. À l'arrière, 2 agents armés. Leclerc conduisait elle-même, nerveuse, les yeux rivés au rétroviseur. James Renard est toujours chez lui. Il nie toute implication. Mais son frère, il est incontrôlable. Jonas observait les paysages défiler, les forêts épaisses, les lignes électriques. Il se préparait au pire. Il n'avait pas d'arme. Il avait laissé son pistolet dans sa voiture avant de courir à la clinique. Et s'il tombait dans une embuscade, il devrait improviser. Le téléphone sonna de nouveau. Numéro inconnu. Il activa le haut-parleur, une voix, froidement calme, avec un léger accent qu'il ne reconnaissait pas. « Commandant Morel, je crois que vous tenez à votre chien. Ce serait dommage qu'il n'arrive jamais à destination. » Leclerc lança un regard furieux et fit un signe discret à l'agent à l'arrière, qui commença immédiatement à tracer l'appel. « Qui êtes-vous » demanda Jonas, un petit rire. « Quelqu'un qui admire la loyauté. Votre chien était loyal, même sous forte persuasion. » Il n'a rien dit. Jonas sentit son sang se glacer. Ce qu'il lui avait infligé allait bien au-delà de la cruauté. « Que voulez-vous ? L'original du dossier que vous avez trouvé, le carnet, les vidéos, tout. Vous avez 1 heure pour venir seul à l'ancienne scierie de Montbois. Si vous appelez vos amis en costume noir, le chien meurt. » L'appel se coupa net. Leclerc rangea son téléphone. C'était clairement un piège, mais ils ont peur. Ils pensent que tu as quelque chose qu'ils ne peuvent pas se permettre de laisser en liberté. Jonas reçut un autre message, cette fois signé « Tu as raté quelque chose dans le box, boîte 14, clé toujours là. Personne de la brigade ne doit savoir. BM. » Il montra le message à Leclerc. « Blake Morizet, l'ancien détenu. » Elle fronça les sourcils. « Tu crois qu'il t'a guidé là depuis le début ? C'est lui qui m'a mené à Rex. Il a peut-être fait bien plus. » Elle réfléchit quelques secondes. « Très bien, on t'accompagne. » Mais sans badge visible. On s'installe autour, tu entres seul. Ils firent demi-tour et prirent la direction de Valmont. La tension dans la voiture était palpable. Jonas se préparait au pire. Et il savait que la suite ne laisserait aucune place à l'hésitation. L'entrepôt sud baignait dans une lumière dorée de fin d'après-midi quand Jonas y revint pour la seconde fois. Les rangées de box métalliques le formaient un labyrinthe silencieux. Et malgré la présence discrète des agents du BCI disséminés dans les environs, l'ambiance restait pesante, électrique. Il retrouva la clé sous la brique bleue, toujours à sa place, comme si rien ne s'était passé. Mais cette fois, il savait que ce qu'il s'apprêtait à découvrir pouvait bouleverser toute l'enquête. Il ouvrit lentement la porte du box numéro 14. L'intérieur était resté inchangé, un détail près. Un carton avait été placé au centre de la pièce. Sur le dessus, écrit en noir, un mot « Jonas ». Il murmura dans le micro dissimulé sous sa chemise. « J'ai un colis, j'ouvre ». Il s'accroupit, vérifia qu'il n'y avait ni piège ni câble, puis souleva doucement les rabats. À l'intérieur, une grande enveloppe Kraft et un dictaphone avec une note collée dessus. « Lise-moi d'abord ». Jonas appuya sur le bouton.
La voix de Blake Morisette emplit le box, légèrement granuleuse mais calme. Si tu entends ça, Jonas, c'est que je suis probablement déjà mort, ou en fuite. Les renards m'ont repéré ce matin. Ils savent de que je parle. Ce que je vais te dire, tu ne dois en faire confiance à personne pour le vérifier. Pas même dans ta brigade. J'ai travaillé avec la brigade des stupes en échange d'une libération anticipée. Thierry Renard était mon codétenu, j'ai gagné sa confiance, intégré leur réseau. Ce que j'ai vu dépasse l'entendement. La voix se faisait plus rapide, plus pressée. Ce qu'ils ont fait à ton chien n'est pas un hasard. Ils pensaient qu'il avait été placé exprès chez eux, qu'il était équipé, enregistré, qu'il espionnait pour la police. Ils ont paniqué, et ils l'ont torturé pour savoir ce qu'il savait. Jonas serra les poings. L'idée que Rex ait subi tout cela à cause d'un malentendu paranoïaque le rendait fou de rage. La voix poursuivait dans l'enveloppe, tu trouveras tout. Dossiers, paiements, photos, relevés, comptes offshore. Il y a aussi les liens avec le juge Perrault, avec Martin Lambert. Mais surtout, il y a les photos de Thierry avec une femme. Elle s'appelle Sofia Castillo. La fille du patron du cartel, elle est enceinte. Jonas se figea. Ce n'était pas juste un trafiquant pris de panique. C'était une trahison interne à l'organisation criminelle, et cela faisait de Thierry Renard un homme traqué autant par la justice que par ses propres alliés. Si tu veux démanteler tout ce réseau, tu dois le faire maintenant. Ce n'est plus une question de justice locale, c'est une guerre ouverte. Le dictaphone s'arrêta, Jonas s'empara de l'enveloppe, l'ouvrit, et trouva à l'intérieur des preuves irréfutables, des fiches de paie falsifiées, des photos de Thierry et Sofia en vacances en Espagne, des contrats d'assurance à des noms fictifs et un schéma complet de l'organisation de blanchiment à Valmont. Tout y était, une bombe. Mais au moment où il glissait les documents dans son sac, un coup de feu claqua à l'extérieur, puis un second. Jonas se plaqua contre le mur, sortant son arme de poing, prêtée par un agent juste avant son entrée. Dans son oreillette, la voix de Leclerc crépita. « Tireur identifié, c'est Thierry Renard, planque derrière une camionnette. Il est seul. » Jonas sortit prudemment la tête par la porte entr'ouverte. À une trentaine de mètres, Thierry, accroupi derrière un pick-up, fusil de chasse à la main, le visage ravagé par la haine. « Sors de là, Morel !» hurla-t-il. « Tu crois que t'as gagné? Tu crois que ce club mérite que je retourne en tôle? Je préfère crever ici que de finir découpé par les gars de Castillo. » Jonas tenta de gagner du temps. « Thierry, écoute-moi, t'es foutu, mais tu peux encore éviter le pire, pose ton arme. » La réponse fut un nouveau coup de feu qui frappa l'encadrement métallique du box. Dans son oreillette, Leclerc reprit. « On a les tireurs en position, donne-nous le signal. » Mais Jonas attendait encore, il voulait comprendre, pourquoi tant de rage? Pourquoi avoir fait subir tout ça à Rex? Pourquoi ce niveau de cruauté? Alors il hurla. « Qu'est-ce que tu cherchais en faisant ça? C'était un chien, Thierry. C'était ton chien, hurla-t-il en retour. Et toi, t'étais l'obstacle, le flic parfait, l'irréprochable. On a pensé que tu l'avais mis là exprès. Pour nous piéger, tu savais tout, hein? » Jonas vit alors la folie dans les yeux de Thierry. La peur, la paranoïa et la certitude qu'il n'avait plus rien à perdre. Il fit un geste bref de la main, un sifflement sec, un claquement. Un des tireurs d'élite avait fait mouche. Thierry s'effondra, son fusil glissant sur l'asphalte. Les agents du BCI surgirent de tous les côtés. Jonas s'approcha prudemment. Thierry respirait encore, touché à l'épaule, inconscient, mais vivant. Leclerc arriva en courant. « On l'embarque, et tout ce que tu as trouvé, on l'emmène immédiatement au centre régional. » Jonas, haletant, sortit son téléphone. Un message d'Émilie, il est stable, mais toujours fragile. On attend. Il répondit, tout est fini. Il est en sécurité maintenant. J'arrive. La nuit était déjà tombée sur la clinique vétérinaire de Levigne lorsque Jonas arriva. Il gara sa voiture sans même couper le moteur et entra à grandes enjambées dans le bâtiment encore éclairé. L'odeur familière des antiseptiques, des médicaments, des animaux soignés l'enveloppa aussitôt. Émilie Garnier l'attendait près de la salle de soins, les bras croisés, visiblement épuisée. Mais à la vue de Jonas, un mince sourire perça son masque de fatigue. « Il t'attend » dit-elle simplement. Jonas entra dans la pièce, le cœur battant. Sur le lit orthopédique, entouré de perfusions et de moniteurs, Rex était allongé, les yeux mi-clos. Mais cette fois, à son approche, le chien remua faiblement la queue. 3 battements, lents mais distincts. Jonas s'agenouilla, posa une main sur sa tête, là où le pelage commençait tout juste à repousser autour des cicatrices. Il murmura « Tu t'es bien battu, mon grand. C'est fini maintenant. » Émilie les observa depuis le seuil, une main posée sur son collier. Le cardiologue dit que ses fonctions vitales sont stabilisées. Le cœur a tenu le coup.
Il faudra encore du temps et de la rééducation, mais il va s'en sortir. Jonas sentit ses yeux lui brûler. Il cligna rapidement. Tu sais ce que ça représente? Il était à 2 doigts de ne jamais revenir. Il était là, et il te reconnaît. C'est tout ce qui compte. Il resta un moment à ses côtés, caressant doucement la fourrure. Chaque respiration de Rex lui rappelait pourquoi il s'était battu, pourquoi il avait refusé de lâcher, pas seulement pour la justice, mais pour cette vie-là, pour cette âme loyale qu'on avait brisée. Un bruit de pas derrière lui. Il se retourna. L'agent spécial Leclerc se tenait dans l'encadrement de la porte. Elle avait troqué son uniforme tactique pour une tenue sobre, presque civile, mais son regard restait acéré. « Le réseau est en train de s'effondrer », dit-elle sans préambule. Thierry a survécu à l'opération, il a déjà commencé à parler. Et ce qu'il révèle, c'est plus vaste que tout ce qu'on avait anticipé. Jonas se leva lentement, sans quitter Rex des yeux. « Sofia Castillo ?» Leclerc hocha la tête. Il a confirmé leur relation. Et la grossesse. Castillo le cherche, pas pour lui faire un procès, pour l'effacer. Elle sortit une pochette de son sac. « Nous avons arrêté Louis Renard ce matin. Camille a avoué avoir couvert son beau-frère. Leur fils a été placé sous protection. Le juge Perrault, quant à lui, a été suspendu. Et Martin Lambert, elle marqua une pause. Il a nié, évidemment. Mais les preuves sont accablantes. Le commissaire Lambert a remis sa démission il y a 1 heure. Jonas baissa la tête. Il n'était peut-être pas complice, mais il n'a rien vu venir. Il était trop proche de la forêt pour voir les arbres, répondit Leclerc avec gravité. Un silence. Puis elle ajouta, le directeur du bureau souhaite remettre une médaille à Rex, pour service exceptionnel, et une reconnaissance officielle de ce qu'il a subi. Jonas esquissa un sourire sans joie. Une médaille, après tout ça. Leclerc ne se défendit pas. Ce n'est pas pour réparer, c'est pour reconnaître. Il mérite qu'on dise son nom, qu'on se souvienne de lui. Et moi ? Demanda Jonas d'une voix calme. Leclerc pencha légèrement la tête. Ça dépend. La brigade est en ruine. Il faudra tout reconstruire. Et quelqu'un d'intègre pour reprendre la direction. Je ne veux pas ce poste. Elle attendit. Il regarda Rex. Je veux du temps. Pour lui, pour le soigner, pour le réapprivoiser. Leclerc hocha la tête. Vous avez ce droit. Alors qu'elle s'éloignait, Émilie s'approcha de Jonas, tenant une feuille à la main. Elle hésita avant de parler. J'ai fait des recherches, pour ta fille, sur ses allergies. Il y a des traitements expérimentaux, une désensibilisation ciblée, très prometteuse. Si tu veux qu'elle puisse vivre avec Rex, ça pourrait être une piste. Jonas la regarda, abasourdi. Tu crois que ça marcherait ? Je crois qu'après tout ce que vous avez traversé, vous méritez d'essayer. Plus tard, dans la nuit, Jonas resta auprès de Rex, écoutant le souffle du chien se faire plus profond, plus paisible. Les machines continuaient à biper doucement, mais l'urgence était passée. Il pensa à Blake Morizet, à son sacrifice, à sa tentative de rédemption et à ce qu'il faudrait désormais reconstruire. Un nouveau message s'afficha sur son téléphone. La presse veut une interview. Les gens veulent te savoir ce qui s'est vraiment passé. Jonas tapa une réponse simple. Ils auront la vérité. Mais d'abord, je rentre à la maison. Émilie avait installé un espace sécurisé pour la convalescence de Rex. Le chien était allongé sur l'herbe, encore fatigué mais éveillé, les oreilles dressées, le regard fixé sur Jonas, comme s'il reprenait conscience de son environnement, de sa place. Un battement de queue, puis 2. Jonas s'accroupit, approcha lentement. Cette fois, Rex ne recula pas. Il ne tressaillit même pas. Il posa simplement son museau contre la main de son ancien maître. « On est là, mon grand. On est revenu. » Une voix derrière lui le fit se retourner. Sa fille, Clara, 12 ans, se tenait là avec un masque sur le visage, tenant la main d'Émilie. Cela faisait des années qu'ils évitaient d'exposer Clara à Rex à cause de ses allergies sévères. Mais aujourd'hui, c'était différent. « Tu m'avais promis que je pourrais le revoir un jour, » dit-elle doucement. Émilie l'aida à s'approcher. Elle s'était chargée des premières phases du traitement désensibilisant. Les résultats étaient le prometteur. Ce jour-là était un test. Jonas retint son souffle alors que Clara tendait doucement la main vers Rex. Le chien, méfiant d'abord, huma l'air. Puis il posa la truffe contre la petite paume tendue, aucun éternuement, aucun gonflement, rien. Clara sourit, les larmes aux yeux. « Il se souvient de moi ?» Jonas sentit un nœud se défaire dans sa poitrine. Il se souvient de tout. Dans les jours qui suivirent, la ville entière semblait changer. Une collecte fut organisée pour financer la réhabilitation de Rex et des chiens policiers à la retraite. Des lettres
Affluèrent de tout le pays des dessins d'enfants, des témoignages d'anciens maîtres chiens. Et un matin, une cérémonie fut organisée sur la place de l'hôtel de ville. Rien d'officiel, rien d'imposé, juste la communauté, rassemblée pour dire « on n'a pas oublié ». Jonas y assista avec Clara à ses côtés. Rex, encore affaibli mais debout, portait une écharpe bleue sur laquelle était brodé « Héros de Valmont ». Le silence se fit lorsqu'un ancien collègue lut à haute voix une lettre signée par le ministère, une citation à l'honneur pour bravoure exceptionnelle et loyauté absolue. Quand vint le moment pour Jonas de parler, il s'avança au micro. « Il y a un an, j'ai accompagné Rex à sa cérémonie de départ. J'ai prononcé quelques mots maladroits. J'ai dit qu'il avait plus de cœur que la plupart des gens que j'avais connus, et aujourd'hui, je me rends compte que je n'étais pas loin de la vérité. Il a traversé l'enfer. Et il est encore là, pas pour moi, pour nous. » Il s'arrêta. Clara pressa sa main. Rex s'était couché à ses pieds, paisible. On parle souvent des héros comme de ceux qui agissent de face au danger. Mais parfois, le vrai courage, c'est de survivre, de rester fidèle malgré tout. Rex a été trahi, et il a pardonné. Il a continué d'aimer. Alors aujourd'hui, je vous demande juste une chose, ne l'oubliez jamais. Un tonnerre d'applaudissements s'éleva. Et à cet instant, Jonas comprit que la ville avait changé. Pas à cause de lui, mais à cause d'un chien qui, malgré les cicatrices, avait refusé de se laisser briser. Quelques semaines plus tard, la maison de Jonas avait changé. Pas dans son apparence, elle restait la petite bâtisse modeste en bordure de forêt, là où le silence régnait et les pins dansaient avec le vent, mais dans ce qu'elle abritait désormais. Rex y dormait chaque nuit, installé sur un matelas orthopédique dans le salon, à côté de la baie vitrée. Clara venait souvent s'asseoir près de lui lire des livres à voix haute. Les médicaments avaient stabilisé son système immunitaire. Elle n'éternuait plus, elle riait. Jonas, lui, avait refusé le poste de commissaire. Il avait pris un congé prolongé. Ce n'était pas un adieu à la police, mais une pause, pour se reconstruire, pour réapprendre à respirer, pour guérir. La dernière pièce du puzzle était tombée quelques jours plus tôt. Grâce au dossier laissé par Blake Morizet, les autorités fédérales avaient remonté tout le réseau. Le cartel de Castillo, déjà sous pression ailleurs, avait reçu un coup fatal dans la région. Sofia Castillo avait disparu, mais le lien entre elle et Thierry Renard avait été confirmé. Ce dernier, en échange d'une réduction de peine, collaborait avec les enquêteurs. Le juge Perrault avait été suspendu à titre conservatoire. Martin Lambert avait été arrêté pour corruption et blanchiment. Leclerc l'avait dit simplement, la pourriture court souvent dans les veines qu'on pensait les plus solides. Mais tout cela, Jonas l'avait mis de côté. Il n'en parlait plus. Il passait ses journées à observer Rex réapprendre à vivre, à sortir, à renifler les odeurs, à ne plus sursauter au moindre bruit. Il y avait encore des cauchemars. Des moments où ses muscles se contractaient brusquement dans son sommeil. Des moments où la peur remontait à la surface, brutale. Mais il revenait toujours vers Jonas, comme s'il savait que maintenant, c'était différent. Une nuit, alors que la maison était plongée dans le calme, Jonas ouvrit son ordinateur pour écrire un message qu'il repoussa depuis des semaines. Il s'adressa à Blake. « Je ne sais pas si ce message te parviendra un jour. Peut-être es-tu mort, peut-être es-tu en fuite. Mais je voulais que tu saches que Rex a survécu et qu'il guérit. Ce que tu as fait, ce que tu as risqué, pour lui, pour moi, ça compte. Tu disais que personne ne te donnerait une seconde chance. Tu te trompais, tu l'as prise toi-même. Et tu en as fait quelque chose de juste. Tu méritais mieux que la solitude. Tu méritais d'être reconnu pour ce que tu es devenu. Merci pour tout. » Il envoya le message à l'adresse cryptée que Blake lui avait donnée au tout début. Aucune réponse ne revint, mais c'était bien ainsi. Certains adieux n'ont pas besoin d'écho. Le matin suivant, Jonas se leva avant l'aube. Il prépara du café, alla dans le jardin. Le ciel prenait une teinte indigo. Rex était déjà dehors, assis tranquillement, observant les premières lumières. Quand Jonas s'approcha, le chien leva la tête. Et pour la première fois depuis sa libération, il se redressa entièrement, s'assit droit comme autrefois au commissariat, comme au bon vieux temps. Jonas s'accroupit. « T'es prêt ?» Rex aboya doucement. Une fois, clair, affirmé. C'était le signe. Jonas caressa son flanc, puis regarda l'horizon. Il ne savait pas ce que l'avenir leur réservait. Il ne savait pas si un jour, Rex pourrait à nouveau courir sans douleur, ou s'il redeviendrait ce chien infatigable qui flairait les indices mieux que quiconque. Mais il savait une chose, peu importe la vitesse de leur marche, ils avanceraient ensemble. Et c'était tout ce qui comptait. J'espère que cette histoire vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines.
Laissez un like et partagez vos impressions dans les commentaires en précisant la ville depuis laquelle vous nous écoutez. À très bientôt pour une nouvelle histoire.